nombre de Sud-Soudanais ayant trouvé refuge en Ouganda voisin pour fuir la guerre civile dans leur pays a dépassé le million, a annoncé le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, pour qui cette crise ne semble pas près de prendre fin. La guerre civile déclenchée en décembre 2013 a poussé en moyenne 1800 Sud-Soudanais par jour à traverser la frontière vers l'Ouganda depuis un an, pour la plupart des femmes et enfants fuyant des violences barbares selon le HCR. Le président du Comité international de la Croix-Rouge a appelé lundi à un dialogue national inclusif et crédible avec le Soudan du Sud, arguant que les problèmes humanitaires du pays ne peuvent être résolus que si une solution politique est trouvée après une visite dans le pays. I use this press conference very frankly to call on all actors within Sudan and in the international. J'utilise cette conférence de presse pour appeler très franchement tous les acteurs jouant un rôle au Soudan, ainsi que la communauté internationale, à faire tout ce qu'ils peuvent pour que les structures qui existent au Soudan du Sud puissent fonctionner. Les directeurs d'hôpitaux et le personnel hospitalier doivent pouvoir retourner au travail et savoir qu'ils seront payés, et c'est pareil pour d'autres infrastructures critiques. Les acteurs humanitaires, qu'ils soient nationaux ou internationaux, ne peuvent surmonter ces problèmes s'il n'y a pas de politique économique en place pour empêcher le pire. Don't have economic policies which are in place and prevent the worst. Le nombre de Sud-Soudanais déplacés ayant faim est faramineux d'après Peter Maurer, comparable à celui des personnes pour la plupart syriennes qui ont fui vers l'Europe au plus fort de la crise des migrants en 2015. 2 ans et demi après son indépendance, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile alimentée par la rivalité entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, poussé 4 millions de personnes à fuir leur foyer et rendu près de la moitié des 12 millions d'habitants dépendants de l'aide alimentaire. Comme des milliers d'autres villageois de la communauté Boudouma, Moussa et Ali ont été pris en otage pendant plusieurs mois par le groupe islamiste nigérien Boko Haram avant de s'enfuir et revenir au Tchad où ils tentent de se reconstruire dans des circonstances précaires. Dans leur malheur, les 2 jeunes Tchadiens ont eu la chance de ne pas être enrôlés comme combattants ou kamikazes. Les Boko Haram les utilisaient comme travailleurs. Ils les utilisaient pour aller pêcher et aller labourer. En ce qui concerne leur situation de vie, elle n'a pas changé. Ils souffraient là-bas avec Boko Haram et au retour du Tchad, ils souffrent aussi. Kidnappé, ramené du Tchad jusqu'au Nigeria, Moussa a travaillé 9 mois comme pêcheur pour Boko Haram et Ali, amené jusqu'au Niger, a dû pêcher 2 ans pour le compte de la secte. Suite à des appels à la désertion entendus à la radio, Moussa s'est enfui au Tchad avec un groupe dans lequel 5 personnes sont mortes. Ali, capturé à 13 ans par le groupe islamiste, a lui pris la fuite par bateau. Aux adultes qui tentent de déserter, Boko Haram impose la peine de mort, se souvient-il. Les mineurs sont quant à eux isolés et privés de nourriture. Quand il a retrouvé sa mère dans un centre de transit et d'orientation dans la ville de Bol, c'était un sentiment de fierté pour la maman et pour lui. Ali et Moussa ont rejoint les 2,3 millions de déplacés du bassin du lac Tchad, zone entre le Tchad, le Nigeria, le Niger et le Cameroun. Les repas sont rares dans ce camp qui dépend principalement de l'aide humanitaire. Selon Thierry Delvigne Jean, chef de la communication UNICEF à Dakar, le nombre d'enfants kamikazes a triplé sur les 6 premiers mois de 2017 par rapport à toute l'année 2016. Entre janvier et juillet 2017, 106 enfants, dont 60 filles, ont été utilisés comme bombes humaines par Boko Haram. John Young possède le plus grand élevage de rhinocéros au monde, 1500 pachydermes qu'il doit protéger des braconniers. Chaque semaine, il fait appel à un vétérinaire pour couper les cornes des bêtes. Il veut ainsi décourager les criminels payés par de riches mafias qui alimentent le marché clandestin de la médecine traditionnelle asiatique. Il dépense en plus 150 000 € par mois en frais de sécurité. Des hommes lourdement armés patrouillent en permanence dans cette réserve à 2 heures de Johannesburg.
Ce que je fais ici n'a rien de rentable pour moi. Les coûts sont trop élevés. Il n'y a qu'une façon pour moi de financer ces coûts, c'est de vendre mes cornes de rhinocéros et utiliser cet argent pour les protéger. Donc, les gens qui m'empêchent de vendre les cornes et de protéger mes animaux pourraient aussi bien s'allier avec les braconniers parce qu'à terme, ils vont tuer mes rhinocéros. Après une longue bataille judiciaire, John Hume a récemment obtenu l'autorisation de vendre ses cornes de rhinocéros sur le marché sud-africain uniquement. L'éleveur a donc créé un site web de vente aux enchères sur 3 jours, un site disponible en mandarin et en vietnamien. Pour acheter un lot, il faut disposer d'un permis et le gouvernement n'en a toujours pas délivré. Pour John Hume, vendre les cornes légalement est le seul moyen de sauver l'espèce. Mais certains défenseurs de l'environnement voient dans cette nouvelle légalisation une atteinte à la protection des rhinocéros. Tout ce qui intéresse John Hume, c'est l'argent. Il profite des failles de la loi pour élever et vendre des rhinocéros. Ces animaux devraient être protégés au lieu d'être considérés comme des produits de consommation. C'est scandaleux. L'Afrique du Sud abrite 80% de la population mondiale de rhinocéros. Mais le braconnage a explosé. Plus de 1000 d'entre eux sont tués chaque année dans le pays depuis 2013.